Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette présentation sur le logiciel Autodesk Fusion et plutôt sur la partie Fusion CAM. Je m'appelle Fabien Stram, je travaille chez Urni Engineering en tant que technicien CAD. À la base, je suis polymécanicien, d'où mon intérêt pour cette partie Fusion CAM que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc au sommaire, on va voir une petite présentation de qu'est-ce que c'est Autodesk Fusion. Et ensuite, on va faire une petite démonstration sur le logiciel directement. Et on va terminer par une conclusion à la fin. Donc, première chose, qu'est-ce que c'est Autodesk Fusion? Donc, c'est premièrement un logiciel qui est inclus dans la licence PDMC ou Product Design and Manufacturing Collection. Donc, que vous avez potentiellement déjà dans vos licences. Si ce n'est pas le cas, il peut aussi être acheté comme produit seul directement. Euh, et on a différents modules dans le logiciel Autodesk Fusion, un module CAD, un module CAM, un module de rendu réaliste et bien d'autres choses encore. C'est un logiciel relativement complet. On peut avoir un lien entre Inventor et Fusion. Ce lien sera unidirectionnel, ça veut dire que si vous faites quelque chose dans Inventor, vous pouvez l'exporter dans Fusion et le récupérer dans Fusion, mais vous ne pouvez pas ensuite repartir de Fusion pour arriver dans Inventor. Donc vous pouvez faire vos conceptions sur Inventor, les envoyer dans Fusion pour faire l'usinage, et une fois que vous avez modifié votre pièce sur Inventor, potentiellement vous pouvez la mettre à jour dans Fusion et l'usinage va se mettre à jour aussi. Le module CAM qui va nous intéresser aujourd'hui, il permet de faire principalement du fraisage, du tournage, de l'additif ou de la découpe 2D. Donc découpe 2D, que ce soit laser, jet d'eau, plasma. On peut faire du 3 axes simultané. On peut faire 4 à 5 axes positionnés aussi directement dans la licence de base. Et on a une licence supplémentaire en option qui nous permet de faire 4 à 5 axes simultanés. On a une certaine collaboration qui se fait avec les constructeurs de machines, mais j'y reviendrai encore. Et puis, dans Fusion, on a plusieurs post-pro qui sont intégrés directement pour certaines machines et qui sont là disponibles gratuitement une fois que vous avez la licence et qui sont disponibles en écriture et en lecture. Donc vous pouvez les modifier comme vous voulez si vous voulez les améliorer ou les adapter à vos machines. Les autres post-pro, ils nécessitent des frais de développement, ça, comme sur n'importe quel autre logiciel de CAM, ça sera la même problématique. Donc pour ce qui est de la démonstration, maintenant, on va faire cette petite pièce-là qu'on voit. On va commencer par faire une ébauche, ensuite une finition. Ensuite, on fera les perçages et on finira par un détourage de la pièce en laissant des attaches pour éviter qu'elle tombe. Donc si on passe sur Fusion, on voit ici cette pièce, je l'ai mise déjà sur un étau avec quelques goupilles pour tenir le brut. On voit aussi euh, la pièce, j'ai directement fait une esquisse ici qui permet de montrer le pourtour de la pièce. C'est pas nécessaire de la faire là, c'est juste pour simplifier un tout petit peu les choses. Je me suis permis de faire ça. Donc, première chose, on va faire ce qu'ils appellent un posage. Donc, on va définir la taille du brut, la machine, le type d'opération qu'on va faire. Donc, on va commencer par sélectionner une machine. Je vais prendre ici une machine générique d'Autodesk. Donc, c'est une machine 5 axes qui a été mise en place par Autodesk. C'est simplement un modèle 3D. On va définir l'orientation de la pièce. Donc, on va choisir le plan perpendiculaire à l'axe Z et une géométrie qui va me permettre de définir l'axe X. Ensuite, on va définir le modèle, donc ça sera cette pièce ici. Donc, on voit que le brut ici en surbrillance s'est mis à jour par rapport à ma sélection. On va définir aussi les éléments qu'on ne veut surtout pas toucher. Donc, ça veut dire les goupilles, le support, le posage plutôt, les mors, la vis, enfin tout ce qui fait partie de l'étau. Et dans le brut, on va venir lui dire maintenant qu'on veut que notre brut y corresponde à cette pièce ici qu'on voit en transparence. Et comme ça, maintenant, il sait que le brut, ça sera tout ça. Voilà. Et puis, on va encore venir définir la position de notre étau sur la machine. Et voilà. Et là, on voit aussi sur cette fenêtre ici, on peut directement
déplacer les axes de la machine pour voir que tout se passe bien. Là, si je vois Y positif, Y négatif, on voit que ça correspond. Même chose avec X, avec les axes rotatifs aussi. Donc, ça permet de vérifier que tout se passe bien. Là, on voit que c'est bon. À partir de là, on va venir faire notre usinage. On va commencer par une ébauche. Et pour ça, je vais devoir sélectionner un outil. On a quelques outils qui ont été mis à disposition par Autodesk directement. Alors, on a une petite liste ici. Euh, Ça vous permet de prendre ça comme base ou alors de créer vos propres outils directement. Pour cette présentation, je me suis créé une bibliothèque d'outils directement dans laquelle je vais venir chercher une fraise de 2 mm. Et là maintenant, je vais tout simplement venir définir la zone dans laquelle on veut usiner. Donc ça sera cette esquisse justement que j'ai faite. On va définir 2-3 paramètres pour lui dire jusqu'où il a le droit d'aller. On va laisser une surépaisseur de 5 centièmes. Voilà. Et là, on va valider. Et on voit qu'il me fait mon ébauche directement par rapport à mes différents paramètres. À partir de là, je vais venir faire une finition. Avec la même fraise, ça ira bien. Je vais venir sélectionner la même esquisse. Et puis, on va cette fois ne pas mettre de surépaisseur. Et on valide. On voit qu'il me fait bien ma finition. Il me fait ses trajectoires d'outils. Donc à partir de là, on voit nos différentes trajectoires d'outils en différentes couleurs par rapport à qu'est-ce qui est un mouvement d'avance, un mouvement de liaison, un mouvement en avance rapide et autres. On va juste enlever la visibilité de tout ça un tout petit moment. Et puis on va voir que ici, par exemple, on a un perçage et que l'usinage va essayer d'approximer au mieux ce perçage. Donc on a ici une petite forme qui va se faire qui ne correspond pas forcément à ce qu'on veut faire avec cette fraise-là. Parce qu'on va mettre des contraintes sur la fraise qui vont nous servir à rien, qui vont rien nous apporter plutôt. Même chose ici. Et puis potentiellement, cette forme ici, on va aussi la faire après directement avec une autre fraise. Donc on va venir faire ce qu'on appelle un modèle de fabrication qui sera globalement une sorte de copie de notre pièce sur laquelle on va pouvoir venir faire quelques modifications. Donc là, on va venir et on va venir supprimer, par exemple, tout ça. Ce perçage, on ne le veut plus, ce perçage-là non plus. Et puis, même chose pour cette zone ici, qu'on va pouvoir supprimer aussi. Et on termine. Maintenant, il me reste encore à venir dire à mes deux trajectoires d'outils que je viens de créer que c'est cette nouvelle pièce, ou plutôt cette copie de pièce ici, qui doit être prise pour l'usinage. Donc voilà, pour l'ébauche. Pour la finition, ça sera la même chose. Voilà. Et si on vient regarder maintenant notre finition, on voit qu'elle n'essaye plus d'entrer dans la matière ici ou ici, qu'elle va vraiment respecter cette forme que je viens de créer. Donc, à partir de là, maintenant, on va venir faire ces deux perçages ici, justement. Donc, pour ça, on va venir faire une opération avec une fraise plus petite, parce que notre fraise de 2 serait trop grande. Donc, on va venir prendre une fraise de 1 mm de diamètre. La géométrie, on va venir sélectionner l'arête ici au fond de mon trou et on va tout simplement lui dire de descendre à peine plus bas et on va lui dire de ne pas mettre de surépaisseur. On va faire une passe de finition de 5 centièmes. On va lui dire qu'il ose faire maximum, faire des passes de maximum 1 dixième en profondeur. Et puis on va encore venir mettre quelques paramètres par rapport à l'approche et à la sortie, juste pour que tout se fasse au mieux. Et on voit qu'on a notre ébauche qui se fait, enfin notre perçage qui se fait ici directement avec une fraise. Et on va faire la même chose pour celui-là. Donc maintenant qu'on a paramétré, on a passé un peu de temps à paramétrer ce premier trou. Donc on va faire ce qu'on appelle une opération dérivée, qui sera une sorte de copie au final. Une copie un peu améliorée, où on va juste devoir venir refaire quelques sélections. Voilà.
Et on voit que je touche pas aux profondeurs de passe ou autre et que mon usinage se fait correctement à ce niveau-là directement. Maintenant, encore une dernière chose pour cette poche ici. Là, on va aussi venir faire une ébauche dans un premier temps avec la même fraise de 1, ça va très bien aller. Et là, je vais venir sélectionner l'arête ici au fond. Comme avant, je vais lui demander de descendre à peine plus bas. Voilà. Et je vais aussi lui définir une surépaisseur de 5 centièmes, ça sera très bien. Une profondeur de passe de 1 dixième, ça sera très bien aussi. Et puis, je vais encore de nouveau lui mettre quelques paramètres. Et on valide. On voit qu'on a bien notre ébauche qui se fait ici, donc à ce niveau-là, ça se passe bien. Par contre, on voit aussi qu'il y a des emplacements où, si je viens ici par exemple, il va me mettre ici que j'ai un rayon de 0,3. Donc avec ma fraise de 1, je ne vais pas pouvoir venir usiner ce rayon de 0,3 forcément. Il faudrait un rayon de 0,6 au maximum. Là, on va prendre une fraise de 0,5 avec une fonction qui permet, dans une zone donnée, de venir récupérer ce qu'une fraise plus grande n'aurait pas pu faire. Donc on va venir ici, sélectionner la même géométrie. Ici, on va lui dire que mon outil de référence, c'est cette fameuse fraise de 1 que je viens d'utiliser. Donc ça veut dire qu'on a déjà usiné cette zone avec cette fraise de 1. Là aussi, on va lui demander de venir descendre de dixième plus bas. Et puis, on va valider ça. Et on voit qu'il va venir usiner juste les zones ici. On va juste encore lui mettre la même surépaisseur pour que ça se passe à peine mieux. Voilà, la même surépaisseur que pour notre ébauche. Et on voit qu'il va usiner plus que ces deux zones ici. Les zones que j'avais pas pu faire avec la fraise plus grande. Ensuite, on va venir faire une finition. Donc, on va commencer par faire la finition du haut avec la même fraise de 0,5. Donc, notre contour, là, ça sera ces deux arêtes ici. Comme ça, on pourra faire la finition jusqu'à cette surface ici, déjà dans un premier temps. Donc, on va valider. On va lui demander de venir jusqu'ici avec une surépaisseur ou un décalage de 0,1. On va lui demander de faire des passes de 0,05, donc 5 centièmes au maximum. On ne va pas mettre de surépaisseur. Et on valide. Et on voit que cet usinage se fait correctement. Ensuite, on va refaire à peu près la même chose, mais pour la géométrie ici au fond. Et là, on va descendre de nouveau de dixième plus bas. Et puis surtout, on va commencer seulement depuis cette surface ici, avec un décalage de 3 dixièmes. On va de nouveau faire des passes de 5 centièmes au maximum, vu qu'on a une petite fraise. Et on valide. Et on voit qu'on fait notre usinage ici en bas, mais que la zone du haut, elle a déjà été faite. Ça permet de ne pas faire l'usinage qui fait tout le tour ici, sur toute la hauteur ici en haut, où ça serait inutile, par exemple. À partir de là, il nous reste encore maintenant les perçages à faire. Donc pour ça, on va utiliser une fonction qui fait, elle, pas partie de la licence de base, qui fait partie de l'extension, qui est ici l'identification des perçages. Donc avec cette fonction, il va venir récupérer tous les perçages qu'il va trouver, et il va me proposer de les usiner directement tous l'un après l'autre. Là, on voit qu'il me les met en surbrillance dans l'espace graphique quand je les sélectionne, et qu'il y en a certains qui sont en avertissement. Donc le premier, c'est déjà, il reconnaît ici ce perçage, ici la poche comme un perçage. Et je ne veux pas qu'il me reconnaisse cette poche comme un perçage. On voit ici aussi, on a une sorte de vue en coupe de notre perçage. Donc je vais faire clic droit et supprimer le segment supérieur. Et maintenant, il ne me reste plus que le trou. Donc si je passe en revue rapidement tous les autres, on voit que tout se passe plutôt bien. Celui-ci, on a la même problématique, on voit qu'on a 3 étages, mais le premier, on l'a fait avec notre première ébauche, et le deuxième, on l'a fait aussi après avec notre fraise de 1. Donc là, on va supprimer le segment supérieur, et on va de nouveau supprimer le segment supérieur, pour avoir plus que le perçage du fond. Ensuite, on peut continuer. Celui-là, on voit que l'axe Z, il l'a mis dans l'autre sens par rapport à un autre où l'axe Z est contre le haut. Celui-là, il l'a mis contre le bas. Donc je vais tout simplement ici inverser la direction et on voit que l'axe Z est dans le bon sens. Et celui-là, c'est un perçage, ça concerne celui que j'ai déjà fait. Donc lui, on va tout simplement
On voit qu'il est exclu, donc ça me paraît très bien. Ensuite, je vais mettre juste un cycle de perçage simple, ça veut dire que il va faire simplement centrage-perçage. Et ensuite, je valide. Et on voit qu'il me fait bien tous mes perçages. On voit que j'ai tous les cônes qui symbolisent les centrages et les cylindres qui symbolisent les perçages. À ce niveau-là, j'ai juste un petit problème. C'est que ici, on voit que le cône est trop grand par rapport à mon perçage que j'ai déjà fait. C'est tout simplement que ma fraise, elle fait 2. Ici, je viens voir, ici, j'ai un rayon de 0,9, donc un diamètre de 1,8, donc c'est normal. À ce moment-là, on va venir trouver le cône en question, donc c'est celui-ci, et on va venir lui demander de prendre la fraise de 1 plutôt que la fraise de 2. Donc cette fraise ici, mèche à centrer plutôt que fraise. On va juste mettre une petite adaptation aussi ici pour que tout se passe au mieux. Et on voit que maintenant c'est bon, j'ai plus le cône qui est trop grand. Donc à ce niveau-là, c'est mieux. Maintenant, euh, on voit qu'on a ici le numéro d'outil à chaque fois qui est utilisé. Donc on a le T14 au début, c'est la première mèche à centrer, donc la mèche à centrer de 1. Ensuite, on a divers outils, on passe sur le T15, qui est la mèche à centrer de 2. Et ici, on a un T14 de nouveau, ce qui est normal vu qu'on a modifié, enfin c'est celui qu'on vient de modifier, donc c'est normal qu'il soit sur T14. C'est pas très pertinent de faire un changement d'outil pour revenir au T14 ensuite, donc on va le prendre et le glisser ici en haut. Et même chose, tous nos T15 ici, donc notre deuxième série de centrages, on va aussi tous les prendre et les glisser ici en haut. Comme ça, on fait tous nos centrages dans un premier temps et on fait tous les perçages ensuite. Si je regarde mes perçages, et que je vais aller voir depuis là, on voit que ils vont jusqu'au fond de la pièce, mais ils ne dépassent pas. Et on a vu avant que j'aime bien faire dépasser un tout petit peu mes usinages pour être sûr qu'ils traversent. Donc là, je vais pouvoir venir tous les sélectionner et tout modifier directement en cherchant le bon paramètre. Voilà. Et là, je vais lui demander d'aller à 0,2 de plus. Et là, quand je valide, on voit qu'il me propose, est-ce que on est bien d'accord de mettre toutes ces opérations à jour? Donc oui, c'est le cas. Et là, on voit que tout va un peu plus profondément maintenant, donc que c'est exactement ce qu'on voulait. À partir de là, l'opération qu'il nous reste à faire, c'est encore le détourage. Donc pour ça, on va venir prendre une opération de contour. On va reprendre notre fraise de 2 mm qu'on avait au début. Et puis, au niveau de la géométrie à sélectionner, on va reprendre notre esquisse qu'on avait au début aussi. Et on va laisser ici ce qu'on appelle des onglets. Donc je vous ai dit avant qu'on laisserait des attaches pour le détourage. Donc sur Fusion, ces attaches s'appellent des onglets. Et ça me permet de vous montrer quelque chose que j'aime beaucoup sur Fusion, c'est les différentes infobulles qu'on a pour nous aider. Là, on voit qu'il y a ce bouton onglet ici. Si je mets la souris dessus et que je la laisse, on a cette infobulle qui apparaît avec des images et du texte. Si on avait un doute sur ce que fait cette fonction ou qu'on n'en avait tout simplement aucune idée, le simple fait de venir mettre la souris dessus, l'image nous parle directement et on comprend directement ce qui se passe. Donc là, c'est ce que je vais le cocher. Et on voit qu'il va me mettre ces onglets avec un espacement de 16 mm par exemple ici. Donc ça me paraît très bien, on a 5 onglets qui sont là. Ensuite, on va lui demander de venir, comme d'habitude, un tout petit peu plus bas que le fond de la pièce. On va faire des passes relativement petites aussi, vu qu'on est dans le plein. À la limite, on pourrait venir mettre une passe d'ébauche aussi pour faire une première passe dans le plein et ensuite laisser une finition. Par exemple, quelque chose comme ça. Et pour l'entrée, on va tout simplement définir que notre entrée, on aimerait la faire ici. On voit qu'il m'a créé un point maintenant, ce qui me permettra en fait tout simplement d'entrer à l'extérieur de la matière et de venir dedans, plutôt que de faire une plongée en Z directement dans la matière. Et là, si je valide, on voit qu'il me fait bien mon ébauche et ma finition. Donc, c'est peut-être un peu beaucoup la valeur que j'ai mis ici, donc je peux venir modifier directement et puis mettre quelque chose comme ça plutôt. On voit que là, ça se passe plutôt mieux. Et comme ça me permet de faire le détourage de ma pièce directement de cette manière. À partir de là, on a fini notre usinage de notre pièce. Donc, on va venir maintenant
euh, sur Inventor. Et sur Inventor, il n'est pas impossible que vous ayez à modifier votre pièce. Par exemple, on vient ici ajouter une poche, par exemple. Voilà, donc on va faire ça directement. Voilà, donc vous avez dû ajouter ça, vous enregistrez votre fichier. Ensuite, ici, il y a un dossier exportation fusion qui est apparu du fait que j'ai envoyé cette pièce sur fusion déjà une première fois. Donc je vais venir là, et là, je vais pouvoir venir lui proposer de mettre la pièce à jour sur fusion directement. Et à partir de là, on voit qu'il me fait la mise à jour, et dès que je repasse sur fusion, on voit qu'il me met un message, attention, le composant est obsolète. Donc je vais pouvoir venir mettre ce composant à jour. Donc là, j'ai un bouton pour le mettre à jour. Et à ce moment-là, ça va prendre un peu de temps, plus ou moins long, par rapport à différents facteurs, entre autres la vitesse de la connexion Internet, la taille du fichier que vous exportez, la puissance du PC aussi. Donc c'est dépendant de différents facteurs. Ça peut prendre quelques secondes, éventuellement quelques dizaines de secondes. Mais en principe, c'est quelque chose qui se fait relativement rapidement. Et là, on voit que maintenant, j'ai bien ma poche qui est apparue ici. Donc si je passe de nouveau dans l'environnement de fabrication, donc dans le CAM, on voit que toutes mes trajectoires d'outils ont un autre logo, un logo de mise à jour en fait. Donc là, je vais pouvoir simplement tout mettre à jour. On voit que tout se recalcule, que tout est de nouveau avec un vu vert. Donc c'est plutôt bien, ça veut dire qu'on n'a pas d'erreur. Et si je viens par exemple voir ma trajectoire d'ébauche, la toute première, on voit qu'elle prend bien en compte maintenant cette poche ici aussi. Et de même que la finition. Donc que ça permet vraiment de mettre la pièce à jour et mettre les trajectoires d'outils à jour sans devoir tout refaire depuis le début. À partir de là, maintenant, on va venir simuler notre trajectoire d'outils pour voir que tout se passe bien quand même. Voilà. Donc sur notre machine ici. Et première chose, on voit qu'il me met ici une vérification terminée. Ça veut dire qu'au moment où j'ai lancé cette simulation, lui, il a fait une vérification de toute la trajectoire d'outils et il a vu que globalement, il n'a pas trouvé de collision. Donc il va chercher les collisions entre l'outil et la pièce forcément, mais aussi entre le porte-outil et l'étau. Quand on fait du 5 axes, il va aussi chercher les collisions entre la broche et la table, par exemple, vraiment toutes les collisions qu'il pourrait trouver. Là, on voit qu'il n'en a pas trouvé, donc c'est déjà une bonne chose. Ensuite, je peux lancer la simulation et on va voir qu'il va me faire mon usinage directement depuis là. Donc avec une entrée en hélice et ensuite mon ébauche. Donc on voit cet usinage justement qui se fait avec la base de la machine qui reste fixe forcément et les différents axes qui bougent. Donc là c'est relativement faible les déplacements vu qu'on fait une pièce qui n'est pas très grande. Si on a défini une machine et qu'il y a un post-pro qui est défini dans cette machine, on a la possibilité d'afficher le code directement. Donc comme ça permet aussi de voir qu'est-ce qui se passe à quel moment directement par là. Ensuite, une fois qu'on est satisfait, on peut terminer la simulation. Et à partir de là, on peut passer par le post-processeur. Donc là, je vais prendre un post-processeur ici qui a été livré directement avec Fusion. Et puis, je vais faire ça. Et maintenant, on voit que j'ai mon code qui a été généré. Donc, on a tout le code directement qui fait à peu près un peu moins de 8000 lignes du coup qui a été généré par ce moyen-là. À partir de là, il m'a créé aussi un dossier ici, programme CN, que je peux venir ici créer une fiche technique à partir de là. Et cette fiche technique, on va voir, c'est quelque chose qui pourrait être donné par exemple à l'opérateur qui est sur la machine, qui va lui donner toutes les informations nécessaires. Donc on a déjà ici quelques informations sur le Z maximum et le Z minimum. Donc ça peut être déjà intéressant par rapport à nos différents dégagements, qu'on puisse se rendre compte par rapport à notre zéro. Ah ben, on ne va pas descendre à plus bas que moins 2,661. Le temps de cycle, les différentes informations encore, tous les outils avec leur numéro d'outil,
le diamètre de l'outil, la longueur qui doit dépasser sous le porte-outil, donc toutes sortes d'informations. Forcément, ces informations-là, il faut qu'elles soient le plus proche possible de ce qu'on a dans la simulation, si on se base sur la simulation pour détecter les collisions. Donc à ce niveau-là, il faut faire les choses le plus proche possible de ce qu'on a sur Fusion, avec ici la liste de tous les outils et puis une sorte de vue, enfin de vue de côté de chaque outil. Ici, quelques informations sur le brut directement et ensuite chaque opération avec l'outil qui y est lié pour ensuite faire cet usinage. Voilà. J'ai dit assez au début qu'il y avait une certaine collaboration qui se faisait entre Autodesk et les constructeurs de machines. En fait, on a ici une bibliothèque de machines qui est euh, plus ou moins fournie aussi. Donc si je viens là, on voit que il y a pas mal de machines et vous allez voir qu'il y a beaucoup de machines AS par exemple, parce qu'il y a justement une certaine collaboration qui se fait avec AS, mais ce n'est pas les seuls et tous les fabricants de machines pourraient demander cette collaboration avec Autodesk, ce qui fait que Autodesk va mettre en place justement les post-pro pour ces machines AS et les mettre à disposition pour que les utilisateurs puissent directement utiliser ces post-pro ensuite sans devoir créer un post-pro ou faire développer un post-pro. On voit qu'il y en a d'autres aussi. Et de cette manière-là, ça permet justement aux utilisateurs de faire, enfin de ne pas devoir passer par le post-pro ou par la mise en place d'un post-pro. Ou alors de grandement simplifier ce processus, parce que c'est possible que le post-pro que vous aurez enfin que la machine que vous aurez ne corresponde pas exactement au post-pro, mais ça vous permet d'avoir déjà une bonne base. Ici, on a la liste justement de tous les post-pro aussi qui sont à disposition, donc on voit qu'il y en a quelques-uns aussi. N'hésitez pas à jeter un œil dans cette liste aussi et puis à voir s'il y a quelque chose qui peut vous correspondre. Et voilà, donc je vais revenir sur ma présentation. Donc à partir de là, ce que je dirais en conclusion, c'est qu'on a une relativement grande quantité de ressources à disposition dans Fusion directement, donc que ce soit des post-pro, que ce soit des machines. Donc certaines des machines que je vous ai montrées dans la liste sont directement prêtes pour faire la simulation aussi. Donc tout a été paramétré, les courses de chaque axe, les vitesses maximum de broche. On peut aussi paramétrer le temps de changement d'outil, comme ça les temps d'usinage seront le plus précis possible. On a aussi des bibliothèques d'outils qui sont à disposition avec la possibilité de télécharger d'autres bibliothèques d'outils aussi au besoin. Et puis, ben, comme on l'a vu, si vous travaillez avec Inventor et avec Fusion, on a ce lien qui vous permet d'éviter de devoir tout recommencer quand vous avez un changement sur la pièce. Ça permet de simplement la mettre à jour et de réactualiser nos différentes trajectoires d'outils. Voilà, alors pour ma part, j'en aurais terminé. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions ou si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à nous recontacter à info@turni.ch ou à consulter un des différents réseaux sociaux qui s'affichent ici à l'écran. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.